Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Orales, le podcast qui s'intéresse aux secrets d'éloquence de professionnels à Bordeaux et parfois au-delà. Chaque mois, je pars à la rencontre d'orateurs et oratrices du quotidien en quête d'anecdotes insolites, d'outils pratiques et d'une bonne dose d'inspiration pour vous faire aimer prendre la parole en public. Comment envisager l'expression que l'on soit à la barre d'un tribunal, face à ses équipes ou devant un parterre d'inconnus ? Je suis David Jadard, formateur en prise de parole et entrepreneur. J'aide chaque année plusieurs centaines de professionnels à gérer leur trac et à s'exprimer de façon percutante en présentation. Installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil et bonne écoute. Bonjour Julien, je suis ravi de te retrouver chez toi à Bagnolet. La boucle est bouclée. En 2020, j'avais découvert ton podcast Flow sur l'art oratoire, ce qui m'a un petit peu donné envie, je ne vous cache pas, chers auditeurs, de lancer et de créer moi-même ce podcast sur l'art oratoire. Donc merci de me recevoir. Julien, comment vas-tu ? Avec plaisir David, bienvenue à Bagnolet. Merci beaucoup. Chez moi, en direct de la cuisine, avec la petite installation sonore qui va bien. Zoom H4. Moi, je pense que je vais utiliser à peu près le même dispositif là bientôt pour partir au Cameroun capter. Mais on va faire des vidéos sur... je ne vais pas tout raconter tout de suite. Mais très bonne installation, ça va bien. Toi aussi, apparemment. Ça va pas mal. À la veille d'une conférence pour la journée anti-blabla. Donc au moment où sera diffusé cet épisode, ce sera déjà passé. Mais demain, donc conférence pour la journée anti-blabla, j'ai un 7 minutes sur l'improvisation. Génial. Comment font les meilleurs improvisateurs, Marc Bonan, Édouard Baird, Blanche Gardin, pour improviser à l'oral, quels sont leurs secrets, leurs outils. Donc j'aurai 7 minutes pour donner un échantillon. Et alors là, la discussion commence, ce ne sera pas improvisé, paradoxalement ? Non, parce que je vais d'ailleurs soutenir la thèse alors je suis presque gêné de reciter cette phrase de Churchill qui est citée à tout va, mais mes meilleures improvisations ont été répétées au moins 3 fois. J'aime bien cette phrase parce qu'il y a un peu de vérité. En fait, on a un problème avec la définition de l'improvisation en France. Ouais. On l'assimile soit au don, soit au chaos. Et il y a peu en fait de juste milieu entre les deux. Donc pour des raisons historiques, culturelles, certainement les romantiques qui sont passés par là avec cette idée de grâce à la naissance. Et puis sinon le chaos en entreprise. On n'aime pas beaucoup ce qui est improvisé, soit parce que ça pourrait me décrédibiliser devant mes collègues ou mon N+1, soit parce que je pourrais passer pour un imposteur devant mes collègues ou un public inconnu. Et on ne trouve pas le juste milieu. Et le juste milieu, c'est, je crois, de se préparer beaucoup et de se donner cette marge de manœuvre le jour J. Mais 7 minutes de conférence, là je fais des conférences et je me suis rendu compte qu'il fallait que ce soit quasiment du par cœur, non ? Ou comment ça se passe pour toi la conférence ? Alors merci de me poser la question. En fait, pendant très longtemps, je donnais ce conseil à mes élèves ou à mes clients. Écrivez à l'oral. Vous allumez votre enregistreur vocal et vous écrivez à l'oral. Le problème, et je me suis rendu un énorme service en repassant du côté du filet, je me suis rendu compte, j'ai beaucoup pensé à Flaubert et à son gueuloir pendant l'exercice. Flaubert, tu le sais, il passait à l'épreuve ses textes, il est passé à l'épreuve de l'oralité. Je fais un peu pareil, c'est-à-dire que je fais des allers-retours entre l'oral et l'écrit en permanence. Donc c'est-à-dire que au début, j'ai commencé à l'oral, en posant des mots, des idées. Mes meilleures idées, je les ai posées à l'écrit. Ensuite, je revenais à l'oral. Ensuite, je remettais à l'écrit, et ainsi de suite. Et après, une fois que j'avais vraiment une trame solide, je la prenais par cœur. Et je me suis donné, en fait, en conclusion pour l'anecdote, demain, je vais conclure sur des slides aléatoires. Je me suis donné 3 slides un peu... T'introduis de l'aléatoire et de l'improvisation dans un texte su par cœur. C'est ça. À la fin. Parce que je sais que les gens veulent en avoir un petit peu pour leur argent. Et veulent en fait voir un orateur prendre des risques. Okay. Donc moi, l'idée, c'est de proposer en fait 3 quarts, 1 quart, 3 quarts de préparer et une conclusion avec cette fois-ci des slides aléatoires avec un lien. On pourrait se dire mais what the fuck, quel est le lien entre ces slides-là et je vais conclure très brièvement, pendant 45 secondes, 1 minute, ce sera semi-improvisé. Je pense que la conférence ne se prête
pas vraiment à l'improvisation. En tout cas, là, j'ai fait 2 festivals à Tours et à Orléans la semaine dernière. Et j'ai fait des cabarets ou cabaret slam ou la forme cabaret qui est née à la fin du 19e siècle où tu peux avoir de l'improvisation à l'intérieur. Et je me suis rendu compte que sur une conférence, notamment s'il y a peu de gens dans la salle et qu'il faut vraiment les accrocher, c'est pas évident de se lancer dans une impro, dans un discours improvisé. Ouais, c'est pas évident. Et il y a 2 outils que j'aime bien partager à des gens, à des néophytes, à qui souvent ça fait très très peur. C'est ce qu'on appelle le tricolon en rhétorique, c'est-à-dire le passage en 3 axes. Si je te dis, je prends ce qu'il y a autour de nous, Julien, je vois un tableau. Je vois le tableau de ton fils. Si je te dis tableau, est-ce que le mot tableau t'évoque là maintenant tout de suite au moins 3 images, anecdotes ou sensations physiques? Par exemple, moi tout de suite là, je pense au coup d'ongle sur le tableau en craie. Quand petit, on devait aller faire le problème de maths et que des fois on ripait cette sensation de l'ongle qui racle sur le tableau à craie. Tu vois, et puis très vite, comment je vais convoquer des images et des sensations. Et quand je collecte ça, une fois que j'ai ça, je peux me lancer. Et je peux trouver en 3 axes, très rapidement, de quoi improviser sur le sujet du tableau. Un mot, 3 directions, ouais. Et à partir de ces 3 directions, c'est là que tu improvises. Ouais, c'est une astuce que j'avais découverte en lisant, tu sais, le livre « Comment parler en public » de Dale Carnegie, que j'avais trouvé formidable de pragmatisme. On est à l'école américaine, début du 20e, très pragmatique, et il en parle en fait. Il en parle, c'est souvent on peut improviser. Moi, c'est vraiment un outil que je partage très souvent à mes clients ou à mes élèves. Trouver 3 axes. En fait, ce qui est important d'improvisation, c'est le mouvement. Je compare souvent ça au vélo. Il faut se donner un mouvement nécessaire, une inertie nécessaire pour être en équilibre. Et en fait, il n'y a rien de pire au départ que se dire « j'ai pas d'idée ». Le piège en improvisation, c'est de chercher l'idée. Plutôt que de chercher l'idée, moi, je cherche le mouvement. Et le mouvement, je vais l'initier à partir d'images, de sensations ou d'anecdotes. Et j'essaie d'en collecter 3 à chaque fois. Si par exemple, je te dis « Julien, t'es linguiste », concrètement, c'est quoi un linguiste ? Tu vois, on pourrait faire ce jeu-là. Ouais. Trois choses que t'évoques ton métier de linguiste. Une sensation, une anecdote. Ouais, ou ça peut être 3 images, 3 anecdotes. Mais tu vois, trouver 3 trucs très vite dans ton cerveau. La langue, donc l'image de la langue, de la partie de la bouche. Ensuite, la traduction. Ça, c'est l'image que les gens ont de la linguistique. Et puis, le rap. Parce que c'est ma vision à moi de l'étude de la langue, discours artistique, poétique, concret de la forme rap. Et d'ailleurs, c'est génial cette introduction. Je crois que c'est la première fois que je fais une introduction avec un invité qui est complètement improvisé comme ça. D'habitude, je laisse l'invité entièrement se présenter et il n'y a pas cette contrainte stylistique, donc c'est génial. Effectivement, tu es linguiste, podcasteur, on va rappeler pour des auditeurs qui te découvriraient. Donc, tu es podcasteur, tu es l'auteur notamment du podcast Flow, où il y a eu 2 saisons du podcast Parler avec style et aussi d'un podcast en collaboration avec Mercedes Serra, qui est une publicitaire très, très, très connue et reconnue dans le milieu. Tu es également auteur, je crois, d'une dizaine de livres sur la stylistique, sur le rap, le slam, notamment sur une anthologie des punchlines dans le rap. Ouais. Voilà, un livre sur Souleymane Diamanka. Qu'est-ce que j'ai oublié, Julien ? J'ai forcément oublié plein de choses. Non, oui, alors il y a une autre dimension. En fait, les 2 choses qui me motivent, qui m'animent, qui me font me mouvoir, c'est la langue, donc ça on l'a dit, mais c'est aussi le territoire. C'est l'exploration du territoire, exploration conjointe en fait, quand on retrouve des analogies depuis la rhétorique, depuis Quintilien et Cicéron, sur le travail de la mémoire comme l'orateur déambulant dans une maison de pièce en pièce, de salle en salle. Qu'on retrouve analogie entre l'exploration, par exemple dans la carte et le territoire. Enfin là, c'est encore une autre analogie entre regarder une carte et aller sur place, voir à quoi correspond la graphie de la carte dans le monde réel. Et moi, l'analogie que je fais, c'est entre la langue et le territoire, et on la retrouve chez Jacques Prévert, on la retrouve dans la poésie, dans le mètre. On peut même avoir des jeux de mots sur le mètre, les kilomètres, le mètre de distance mesuré physiquement, avec le mètre poétique, le mètre de la versification, et chez Baudelaire ou chez d'autres, ou les philosophes qui marchent, le fait d'explorer, on rejoint l'idée de mouvement que tu évoquais juste avant, permet
le fait de se mouvoir permet de créer, permet de dire, d'inventer. Et à cet égard, j'ai un site internet, ça me prend pas mal de temps, ça s'appelle autourdeparis.com. Et là, c'est l'exploration de la ville, notamment de Paris, de part et d'autre du périph', la banlieue en particulier, où j'ai grandi. Je fais des enquêtes sur les surréalistes, une enquête sur André Breton à Pantin, des ateliers d'écriture à Saint-Denis au musée Paul Éluard, des choses comme ça. Je vais à la rencontre des artistes et des poètes pour les interroger sur le rapport à la ville. On peut faire des ponts avec le situationnisme, avec le fait de la dérive, le fait d'avoir une nouvelle exploration du territoire assez créative pour sortir un peu de nos habitudes. Donc c'est pour compléter le tableau que je fais mention de l'exploration du monde géographique et urbain. Oui, tu animes donc des balades littéraires, hein, c'est ça, autour d'Aragon et de Paul Éluard, je crois, en région parisienne. Et tu as aussi un site, Criticomique où... Alors ça, j'ai arrêté, mais pendant longtemps, effectivement, pour compléter le tableau, on pourrait ajouter cette petite note-là. C'est que avant, j'étais journaliste, culture, et donc j'étais critique de spectacle. J'ai commencé dans un magazine qui s'appelait Urban, qui était une sorte de télérama de Paris. Ensuite, au Pariscope. Et j'ai créé ce site en 2008, criticomique.com. Mais j'avais commencé à faire des critiques en 2004. Donc j'ai arrêté avec le Covid. Il n'y avait plus de spectacle. C'était une bonne manière pour moi de tourner la page. Donc pendant plus de 15 ans, au début, j'allais tous les soirs. Donc j'étais spécialisé dans les one-man shows, l'humour. J'allais quasiment tous les soirs au spectacle. Donc sur mon site Criticomique, il y a 1000-1500 critiques de spectacle, mais j'ai arrêté de le faire. Et en passant de l'autre côté, du côté de l'animation, des ateliers d'écriture, de la créativité, c'est vraiment une autre perception que j'ai, pas une perception de critique précisément, mais d'encouragement, quelque chose de beaucoup plus créatif, je suis moins un spectateur qu'un acteur. Maintenant, je monte sur scène, alors je monte pas sur scène pour faire l'humour ou du théâtre, mais pour faire des formes de cabaret slam ou des conférences. Les cabarets slam, je crois que c'est dans un cabaret historique, le Chat Noir, c'est ça ? Alors, j'anime une scène de poésie qui s'appelle la scène de poésie du Chat Noir. Souvent, les gens confondent le lieu, et c'est normal. En fait, le lieu, c'est les Trois Baudets. C'est un cabaret historique, les Trois Baudets, qui a été créé dans un ancien lieu lui-même, qui était un lieu surréaliste, qui s'appelait le Café Radio, où Breton était pour écrire, où Prévert a écrit des scénarios. Les Trois Baudets, c'est là où Boris Vian a joué le plus souvent dans sa vie. Et c'est là où De Vos, il a commencé. Et nous, on est à l'étage des Trois Baudets, et le troisième mercredi du mois, avec mon compère Romain, qui lui a relancé le journal Le Chat Noir. Le Chat Noir, c'était un journal de la fin du 19e siècle à Montmartre. Et c'était aussi un cabaret, et c'était du slam avant l'heure, et c'était de la poésie orale adressée en langue populaire, directement aux gens. C'était quasiment du stand-up. Voilà, on recrée dans l'esprit de l'époque une scène ouverte de poésie, dans un lieu qui se trouve par ailleurs en face de la troisième adresse du Chat Noir. Beaucoup d'informations. L'essentiel à retenir, c'est l'esprit du cabaret qu'on essaye de retrouver sous la forme du slam. Tout ton parcours, je trouve, témoigne d'une double articulation chez toi entre cette expertise autour de l'écrit et cette passion que tu as aussi pour toute forme d'oralité. On a parlé de la poésie, on a parlé du rap. Tu es intervenu pour beaucoup de documentaires sur le rap. Je mentionnais en off tout à l'heure L'argot sous un garrot, qui parle, je crois, de l'écriture de Booba. C'est un documentaire sur lequel tu es intervenu. Ma question est la suivante. Comment dans ton travail de pédagogue, arrives-tu à décloisonner l'oral de l'écrit ? Parce que c'est un vieux débat. On sait qu'à l'Antiquité, il n'y avait pas ce débat-là dans les formations à la rhétorique. C'était plus de l'oral. Voilà. Comment aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'un jeune qui aime bien éventuellement gratter quelques punchlines ou quelques mots sur un morceau de papier. Comment tu l'incites petit à petit à franchir le pas et à s'exposer de plus en plus en public ? C'est très intéressant comme question. Elle est extrêmement complexe, cette question, donc je vais répondre en 2 temps. Le deuxième temps, ce sera comment animer un atelier d'écriture slam, puisque le slam réunit l'oral et l'écrit. Le premier temps, c'est tout simplement un constat de dresser le tableau de la France, du français, où vraiment l'oral et l'écrit sont quasiment 2 langues différentes. C'est magnifiquement exposé par Raymond Queneau dans une série d'essais qui s'appelle Bâtons, chiffres et lettres. C'est un livre qu'on trouve en folio à quelques euros, où il explique
que, reprenant un linguiste du début du XXe siècle, Joseph Vandriès, et sur le modèle du grec, qu'il y a quasiment une langue écrite et une langue morte. Enfin, la langue écrite, justement, qui risque de devenir une langue morte si on laisse évoluer totalement à part, de façon isolée, l'oral. Il prend l'exemple du grec parce qu'il y a le grec ancien, le grec moderne. On peut voir que le français découle du latin, et d'autres langues comme le francique, des langues germaniques. Mais le français, le latin a évolué, est devenu du latin oral populaire, du roman, jusqu'à devenir du français. Donc la langue écrite française, elle a peu évolué depuis le XVIIIe siècle. Depuis le XIXe siècle, on écrit encore en français avec un idéal de pureté de Boileau ou de Voltaire, avec une syntaxe qui a été formalisée à peu près au XVIIe, XVIIIe siècle, du sujet-verbe complément, un idéal de la clarté, et on ne parle pas de cette façon. La syntaxe qu'on utilise pour parler est différente. Il va y avoir des redites, il peut y avoir en plus toutes sortes de scories, mais de choses qui sont pas qu'on appelle des tics de langage et qu'on voudrait gommer, mais qui parfois sont nécessaires à l'oral pour maintenir un lien avec l'interlocuteur. On a de fait deux langues, deux syntaxes différentes entre l'oral et l'écrit. Il est extrêmement difficile, ça a été fait par Céline au départ et d'autres avant lui, et Queneau, de la même... pas exactement de la même façon, mais à la même époque que Céline, avec son premier roman, Le Chien dent. Le Chien dent et Voyage au bout de la nuit, c'est deux romans où on a, dans les début des années 1930, du parler dans la littérature. Donc le tableau général, c'est d'un côté, la littérature, elle est écrite, le style est censé être soutenu, bienséant, etc. De l'autre côté, on a une langue parlée qui évolue de plein de façons différentes. Comment écrire pour parler, comment parler pour écrire, c'est là que la rhétorique peut nous aider, puisque la rhétorique, c'est une science, c'est une pratique, une étude qui est née dans l'Antiquité grecque, dans une société qui n'était pas une société de l'écrit, comme on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on assiste à un retour de l'oralité, ce à quoi on participe avec des ateliers de prise de parole. Comment lier l'oral et l'écrit ? On en avait discuté avant que tu ne branches les micros. C'est un aller-retour perpétuel. D'ailleurs, tu l'as dit aussi au début, là, sur la manière d'écrire un discours, d'écrire la performance que tu vas proposer en 7 minutes demain. Faire un aller-retour permanent. Alors, nous, on a une formule assez simple avec les slammers. J'ai écrit un bouquin avec les gars du 129H. Ils ont créé les ateliers d'écriture slam en France dans les années 2000. Le livre s'appelle l'Atelier Slam. Leur formule, c'est écrire et dire, tout simplement. L'Atelier Slam, c'est écrire pour dire. J'ai écrit avec Souleymane Diamanka un bouquin qui s'appelle Écrire à voix haute. Les gens qui font de l'humour, qui font du stand-up, ils écrivent pour l'oral. Alors, il y a un paradoxe du comédien un peu de Diderot, mais le but, c'est d'arriver à poser des phrases qui sonnent un peu comme le ferait des répliques à la Audiard. Je pense qu'un bon moyen dans un atelier, peut-être la punchline est un bon moyen, d'arriver à écrire des choses qui peuvent être dites dans la mesure où elles résonnent, où elles ont un rythme, une musicalité propre. Mmh. Et ça m'évoque, une fois j'avais vu un documentaire sur Stéphane Guillon, ouais. Qui faisait beaucoup de chroniques à la radio et sur Canal+. C'était il y a de ça dans l'émission de Stéphane Bern, il y a un moment sur Canal où il passait au grill, il faisait un peu une séance de roasting avec des invités et on le voyait travailler vraiment à sa table et en fait il disait son texte en l'écrivant. Il le parlait en fait. Gueuloir. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a quantité de chroniqueurs radio qui travaillent comme ça. Mais c'est ça le conseil qu'on peut donner. Là, je termine un livre qui m'a pris très longtemps pour Actes Sud. J'ai pour directeur de collection un des plus grands linguistes français qui s'appelle Gilles Sioufi, qui est un maître de l'histoire du français, qui a écrit un livre collectif incroyable qui s'appelle Une histoire de la phrase française. On s'intéresse, nous, linguistes, à des choses qui sont tellement évidentes, mais que personne n'interroge. Depuis quand une phrase existe ? Avant, il y avait des périodes rhétoriques, etc. Gilles Sioufi me dit, parfois, écoute, relis l'intro, à voix haute, pour voir si ça marche.
Et si ça sonne, si ça marche, c'est bon. Moi, j'ai souvent des clients qui me disent, voilà, j'aimerais avoir plus de vocabulaire. J'aimerais trouver les mots et j'aimerais avoir plus de vocabulaire. Et d'ailleurs, dans cette demande-là, j'entends souvent 2 demandes. Il y a une demande J'aimerais être plus curieux. Peut-être. Alors, ça fait peut-être 3 demandes, du coup. Il y a peut-être de demande de curiosité. Il y a aussi une demande d'enrichir un peu sa langue. Et une 3e demande autour de l'improvisation. J'aimerais pouvoir gérer les imprévus. Moi, ma question, elle porte plutôt sur... Mais attends, on peut s'arrêter sur cette phrase. Elle plaisir. est extrêmement problématique, pour reprendre un adjectif à la mode, mais que j'utiliserai pas dans une tournure woke. J'aimerais avoir plus de vocabulaire. En fait, tu peux rien faire face à cette phrase. On me le dit souvent comme ça. Mais les gens veulent des choses inaccessibles. En fait, c'était ma question. Moi souvent, j'aimerais t'entendre d'abord sur ce sujet-là, parce que, évidemment, ça pourra certainement enrichir ma réflexion et enrichir, j'espère, les auditeurs qui nous écouteront. Comment tu aborderais la question du style chez quelqu'un dont c'est pas forcément le métier? Je pense à un cadre, peut-être technique et amené à manager des équipes, mais qui voudrait enrichir un petit peu son style pour une réunion, des présentations régulières, dont c'est pas le métier. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Moi, ce que je fais, c'est que j'analyse chaque phrase en essayant de voir ce qu'il y a comme sens caché derrière les mots. Il y a énormément de choses qui sont présupposées, qui sont implicites dans cette forme-là. J'aimerais avoir plus de vocabulaire. Ça suppose qu'il y a un idéal de richesse du vocabulaire et ça suppose je suis un peu nul en me comparant aux grands orateurs. C'est méconnaître le fait que l'argot, le verlan, le jargon, toutes ces personnes qui utilisent des sigles à longueur de journée, des acronymes, du jargon administratif, managérial, tout ça, c'est une richesse de vocabulaire. En fait, le problème déjà, c'est la richesse. Les gens, quand on parle de langue française et qu'on n'a pas affaire à des gens qui ont étudié la langue française, tout ça n'est pas bien défini. La richesse de la langue, c'est le nombre de mots. Mais je m'égare un tout petit peu, mais je vais revenir. La richesse de la langue, et le vocabulaire, c'est tous les jargons qui existent. Il y a implicitement inclus dans la phrase en question un bon vocabulaire. Or, la richesse du vocabulaire, ça consiste à parler comme un charretier, comme un lascar, comme un académicien, comme un commerçant, comme un vendeur de téléphone portable, comme les inconnus, comme les nuls. C'est d'ailleurs un point commun avec un certain nombre d'orateurs et d'oratrices reconnus. En France, je pense sans parler d'idées politiques, mais je pense à Jean-Luc Mélenchon, qui est capable de mixer les registres très populaires avec des registres beaucoup plus techniques, parce que c'est quelqu'un qui a été prof de français et qui manie très très bien les lettres. Je pense aussi à Bernard Tapie, qui, quand il se payait Jean-Marie Le Pen à la télévision, était capable presque d'employer... on était dans le pugilat, on était dans la joute, et c'était à base de on était à 2 doigts de « je vais te déboîter, tu vas voir, connard ». Et derrière, il pouvait être un petit peu plus... Sur la richesse du vocabulaire, il y a une phrase très éclairante d'un académicien, d'un rhéteur, qui s'appelle Dumarsais, César Chénaud Dumarsais, fin 17e, début 18e. Il a écrit un traité des tropes. Les tropes, c'est des figures de style, des images. Il dit qu'il se fait plus d'images en un seul jour de marché à la halle, donc au marché, qu'en plusieurs séances d'assemblée académique. La langue populaire comporte une richesse de vocabulaire sans doute plus importante que la langue... En fait, je suis en train de me rendre compte en répondant à cette question qu'il y a une contradiction latente qui est inaperçue. C'est que l'idéal de la langue française, c'est la pureté. C'est pas la richesse du vocabulaire. L'idéal de la langue française du XVIIe siècle, de Boileau, de Racine, il a 500 ou 1000 mots dans ses tragédies. Shakespeare, il en a peut-être 25 000. Parce qu'il y a 2 fois plus de mots, grosso modo, dans un vocabulaire, dans un dictionnaire anglais, dans un dictionnaire français, parce qu'il n'y a pas eu une épuration du vocabulaire qui a été faite au XVIIe siècle. On a enlevé le vocabulaire occitan, le vocabulaire paysan en France, avec cet idéal de pureté de la langue française.
Il y a des mots d'origine anglo-saxonne en anglais et des mots d'origine française comme cow et beef qui désignent dans les deux cas une vache, un bœuf, mais dont beef vient de bœuf et c'est du roman, c'est de l'anglo-normand, enfin c'est une forme de français et cow ça vient d'une langue plus germanique. Il y a plus de mots en anglais, donc la question de la richesse du vocabulaire, la question de la variété du lexique, elle ne peut pas avoir de manière sérieuse une réponse. Tu peux répondre de plein de façons différentes à ton client et si tu es dans la position d'être payé pour donner un service, évidemment que tu vas essayer de trouver des choses, mais il y a des choses, tu peux pas donner de la culture à quelqu'un qui n'en a pas. En fait, il faut juste faire prendre conscience aux gens qu'ils l'ont déjà. Ils l'ont, la variété du vocabulaire. De la même façon qu'on est tous des monsieur et madame Jourdain de la rhétorique, on fait tous des figures de style. Il y a plus de figures de style au marché. Il y a plus de figures de style dans Jean-Marie Bigard que dans Maurice Druon. Il y a plus de rhétorique, de richesse dans la langue populaire. Donc, à la limite, la réponse qu'on peut donner, c'est écouter des sketchs, écouter Rire et Chanson, ou utiliser ce que vous pensez ne pas être la richesse du vocabulaire, aller puiser dans ce que vous avez comme ressources que vous avez inconsciemment banni dans l'idéal de pureté de la langue française que vous n'avez pas encore bien analysé, puisez là-dedans et puis vous aurez une richesse des registres. J'apporte souvent cette réponse pour compléter ce que tu viens de dire. Je préviens souvent mes clients de dire la réponse que je vais vous faire ne va pas forcément être satisfaisante immédiatement. C'est-à-dire qu'à mon avis, moi je donne souvent 3 conseils, si tant est que ça n'a rien d'exhaustif. Je dis souvent de lire régulièrement pour, mine de rien, engranger des nouveaux mots, des expressions, et si possible les photographier pour les assimiler naturellement. Éventuellement d'écrire de temps en temps pour pouvoir triturer les mots, les tordre dans tous les sens, comprendre la syntaxe de l'intérieur, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, pour faire un blog, ouvrir un journal dans un cahier en étant le seul lecteur, mais essayer d'écrire souvent. Ouais. En fait, je donne même 4 conseils, je vais essayer de tous les retenir, j'en suis déjà à 2. Le 3e, c'est surtout ce qui était pratiqué à l'Antiquité, c'est d'imiter. Alors pas d'imiter au sens de plagiat, c'est d'aller écouter les meilleurs. Et on a des ressources formidables, incroyables, et t'en as reçu un bon nombre au micro dans Flow, c'est d'aller écouter des Bertrand Perrier, d'aller écouter des Alex Vizorek, d'aller écouter, etc., etc. Et sur YouTube, c'est une mine d'or, en ce sens. Ou les émissions télé. Il y a encore des gens, je pensais au président des Restos du Cœur récemment, qui était sur le plateau de Quotidien, qui est quelqu'un que je trouvais très, très éloquent, et pourtant, j'ai même plus son nom en tête, mais on peut trouver l'éloquence à chaque coin de rue. Ouais, c'est ça, à chaque coin de rue, donc autour de nous, dans la vie quotidienne. Ouais, c'est ça. Donc c'est souvent pratiqué finalement, pratiqué de l'intérieur par peut-être la lecture, l'écriture. Mais la lecture, j'en conviens, c'est peut-être parfois un petit peu quand on a des semaines de 60 heures avec des enfants et où trouver la place pour lire aussi. Et si on peut pas lire, c'est peut-être à ce moment-là, imiter, écouter et imiter les meilleurs en fait, s'imprégner du style. Des tribuns, des meilleurs, en anglais comme en français, pour essayer de faire comme. Parce qu'il y a un mimétisme, en fait, dans la façon de parler. On a un peu la manière de parler de nos parents. Ouais. Je le vois, moi, chez ma chérie. Quand je vois ma chérie parler, je vois un peu, des fois, sa mère parler. Je repasse le bonjour. Coucou Cathy, coucou Manon. mais c'est fascinant de mimétisme. Tu parlais de Céline aussi tout à l'heure. Pour répondre à la question précise, de enrichir le vocabulaire, si je la prends vraiment au pied de la lettre de la manière la plus concrète et littérale possible, regardez un dictionnaire de synonymes ou allez voir la signification des mots dans le dictionnaire. En fait, le problème, c'est pas d'enrichir... Ça sert à rien, en fait, de vouloir enrichir son vocabulaire. Ce qu'il faut, c'est utiliser des termes dans le sens qu'ils sont censés avoir dans la phrase. Donc, moi, le conseil que je donne, ça consiste à aller voir le sens des mots que vous utilisez dans le dictionnaire, ça va vous renvoyer vers leur étymologie, vous allez approfondir la connaissance du mot par ses racines morphologiques, étymologiques, ça va vous donner des synonymes, ça va vous donner des exemples en contexte, ça va on peut partir d'un seul mot pour arriver à une myriade de mots, à des champs lexicaux, etc.
ça sert à rien d'apprendre des listes de mots. Il n'y a pas de... la démarche doit être recadrée, à mon avis. Oui, et puis elle doit être spontanée. C'est-à-dire que si je me mets un programme sportif, chaque jour, je dois faire mon marathon d'apprentissage de mots, je vais finir le cerveau complètement étourdi, ce sera pas fécond, en fait. Mais la plupart du temps, les gens qui disent ça comme on dit qu'on veut aspirer à un idéal esthétique un peu inatteignable, ont déjà... Enfin, en fait, il faudrait mesurer le nombre de mots qu'on a, chacune, et on se rend compte qu'on en a, je sais pas moi, 20 000, 30 000, 50 000, ça dépend des individus. Dans un petit Larousse, il y en a 60 000, dans un petit Robert, il y en a 60 000, et puis il y en aura peut-être 2 fois plus dans un Webster américain ou autre, mais on a déjà cette variété. Il suffit juste tout le travail rhétorique consiste à prendre conscience des processus à l'œuvre dans la prise de parole, donc qui mobilise en particulier le lexique. Mais on a déjà du lexique et on a déjà une syntaxe et et avec le lexique et la syntaxe, on a tous les énoncés possibles. Et on a déjà des figures de style qu'on utilise sans le savoir. Le travail devrait plus consister, de mon point de vue, à identifier ce qu'on a déjà pour pouvoir en faire une ressource qu'on peut utiliser le moment venu. Je sais que tu fais beaucoup d'ateliers d'écriture. Il y a un exercice que j'ai inventé, que j'aime bien, qui m'a été inspiré par le DU à Nanterre sur les progymnasmata. On en parlait en off tout à l'heure. Il faut expliquer, non ? Ouais, il faut expliquer. Les progymnasmata, c'était des exercices préparatoires proposés il y a plus de 2000 ans, donc à l'Antiquité, pour en fait préparer les jeunes citoyens au travail du discours. Et c'est des exercices qui visaient en fait à isoler les parties du discours. Ça finit par la proposition de loi et la fable. La thèse, et ça commence par la fable. Ouais, c'est ça. Et tu parlais d'un DU, donc d'un diplôme universitaire, qui est un des seuls en France au campus de l'université de Nanterre, qui s'appelle aujourd'hui DU Orator. Exactement. Et qui donne une formation écrite, paradoxalement, à la prise de parole, s'inspirant des modèles antiques. C'est ça, il y a un exercice en fait qui s'appelle la paraphrase, alors qui pourrait faire penser à... Moi, ça me fait immédiatement penser au stylo rouge de mes profs au lycée. Attention, tu paraphrases le texte. Là, on parle pas de cette paraphrase-là, on parle plutôt en fait d'aller imiter le style des plus grands ou de détourner en fait un texte complètement aride comme un pastiche. Ouais. Dans l'exercice de la paraphrase, il y a notamment l'exercice final, c'est le pastiche. On va du plus simple, qui est par exemple la paraphrase par addition. Je te donne un texte, par exemple un teasing sur Allociné, et tu as le droit d'ajouter des mots, mais tu ne peux pas en enlever, pour enrichir le teaser. Par exemple, je te donne le teaser d'Inception, et tu dois doubler le volume du texte sur Allociné avec tes mots à toi. Ou alors tu l'inverses en miroir pour faire une sorte de mimétisme Inception. Voilà. Tu peux aussi procéder à la paraphrase par soustraction, où tu vas garder uniquement la quintessence, c'est-à-dire uniquement les mots qui permettent de comprendre la trame basique d'Inception. Si tant est que ce soit possible avec ce film, pas sûr que ce soit le meilleur exemple. Et enfin, donc on avance petit à petit. Il y a aussi, au final, le pastiche qui consiste à imiter le style de Zola, de Céline, d'un discours. Ça peut être à la manière de Barack Obama. Et un exercice que j'avais inventé avec certains de mes élèves, c'était la paraphrase de la fiche d'impôt. C'est-à-dire que je donne un tutoriel pour remplir sa fiche d'impôt, donc il n'y a pas plus chiant et plus aride comme texte. Et en fait, seulement en ajoutant des mots, tu n'as pas le droit d'en retirer, Julien. Tu dois détourner ce texte-là pour en produire peut-être un effet comique. Ok. Il y a déjà un effet comique dans le jargon administratif des impôts. C'est ça. Et tu rajoutes des mots compliqués. Tu peux rajouter des mots compliqués ou en procédant par grand écart, en mélangeant des registres, on peut avoir naturellement très vite des choses très drôles. Et c'était le cas avec notamment des élèves ingénieurs qui aimaient pas forcément le français, qui aimaient pas forcément triturer la langue. Et c'est un exercice que je leur donnais à faire. Et j'imagine que t'en as pas mal. Il y a dans ton livre Parler avec style, c'est un livre qui regorge d'exercices. Je crois. Est-ce que d'ailleurs en ce moment il y a un exercice que tu aimes faire à tes étudiants ou à tes participants? Comme tu disais, le fait d'animer des ateliers peut faire
comme des répétitions ou des ateliers, des laboratoires de pratique Ouais. pour nous-mêmes. Donc, je m'impose de nouveaux exercices. Et là, j'étais dans un festival à Orléans qui s'appelle Tu connais la nouvelle et Littoral. Et on devait, c'était dimanche, remixer des discours officiels administratif, discours de la présidente du département. Et donc, j'étais avec mon collègue Lior Slammer et c'était pas évident parce qu'on arrivait vraiment à la toute fin où ils avaient déjà annoncé les vainqueurs d'un concours de nouvelles juste avant le banquet. Et donc, on a fait des discours, on disait la co-construction des savoirs pour la co-connaissance du co-commerce. Enfin, on avait fait un truc qui employait énormément de sigles, d'acronymes, de jargon administratif, de bienveillance, d'inclusivité, de co-direction, co-construction, ce que tu veux, régénération. Agilité. Et, effectivement, j'aime beaucoup les sigles et les acronymes. Et ce sur quoi j'essaie de travailler en ce moment, à l'inverse de ça, c'est-à-dire que les sigles, les acronymes, les jargons, c'est des choses c'est des murs qui nous masquent le réel. L'idéal de la langue, de la poésie, ça a été décrit par Platon dans un dialogue Le Cratyle, c'est d'avoir une correspondance entre le monde et les choses, le langage pour décrire le monde. Et l'onomatopée, un mot comme aboyer, barking, c'est un mot qui est quasiment une onomatopée, c'est-à-dire que c'est un mot dont le son lui-même, la rhétorique appelait ça au XVIIIe siècle harmonie imitative, le son arrive à indiquer le sens. Donc ce que j'aimerais faire, c'est des ateliers rap ou des ateliers d'écriture qui partent d'une onomatopée, qui partent d'une intention sonore, qui partent d'un son, qui partent d'un râle, d'un cri, d'une respiration, pour essayer d'avoir une appréhension du langage poétique immédiate, qui désigne immédiatement le monde, loin des sigles et des acronymes. Travailler ces deux directions-là, c'est intéressant, je trouve. Ah, génial. Génial, et puis ça permet rapidement de créer des images aussi, qui est une des facultés. Et encore plus que des images, des sons, des sensations. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, ça rappelle... Des synesthésies, des mélanges d'images, de souvenirs, d'odeurs, des correspondances. Les images, elles sont là, hein, elles sont là dans le langage de tous les jours. Et ces images-là, on les voit plus. Aussi, je m'intéresse au fait, donc à la catacrèse, c'est le fait qu'il y a des images qui sont déjà intégrées dans la langue et qu'on ne voit plus, les bras d'un fauteuil, les pieds d'une chaise. C'est des mots obligés, des détours obligés par l'image pour désigner un truc concret. Par ailleurs, n'importe quel mot du dictionnaire a plusieurs sens. Donc il y a le premier sens, mettons ressources. Le mot ressources, ça vient plus de la source concrètement. Et les ressources, c'est un mot qui est utilisé par exemple dans l'entreprise ou les forces de travail, les ressources. En fait, c'est des métaphores. La plupart des sens qui ne sont pas immédiatement dénotés, dès qu'on est dans la connotation, on est dans l'image. Donc la plupart des mots qu'on utilise, on les utilise sur un mode de l'image, mais on n'en a pas conscience. C'est pour ça qu'on peut ressaisir des images comme le fait Alphonse Allais, par exemple, quand il dit... donc Alphonse Allais, c'est un des écrivains du journal Le Chat Noir que j'évoquais tout à l'heure. C'est un de nos premiers humoristes. Il disait mourir, c'est partir un peu. Non, partir, c'est mourir un peu, mais mourir, c'est partir beaucoup. Mourir, c'est partir beaucoup. Il disait, il prenait au pied de la lettre des expressions. La nuit tombe, mais personne pour la ramasser. Lorsqu'on dit que la nuit tombe ou que le jour se lève, ce sont des métaphores. Voilà. Donc, mon travail consiste à placer le regard, le curseur sur les ressources que nous avons, et j'emploie le mot ressources de façon imagée et courante, pour comprendre qu'on est déjà dans l'image. Et ça me fait même penser à un processus comique dans la série Kaamelott, ouais. Où on a souvent le personnage de Perceval qui prend tout au premier degré. Et qui va étirer comme ça le sens littéral du terme et qui crée des quiproquos. Kaamelott est une ressource très importante sur le plan rhétorique. Il y a une interview d'Alexandre Astier sur Combini quand ils sont dans le vidéo club où il rend hommage, donc dialoguiste, Alexandre Astier, travail de l'oralité, comment écrire la parole vivante. Je regrette quand je lis des romans que les dialogues soient écrits et soient un peu figés et pas suffisamment vivants. Lui arrive à écrire des dialogues qui sont vivants parce qu'il dit
il faut que ça sonne. Les dialogues ne sont pas là pour apporter des informations. Alexandre Astier rend hommage à Michel Audiard, grand dialoguiste français, qu'on peut aussi comparer à Prévert, qui était un grand dialoguiste, et pour qui, en fait, le dialogue, c'est des images. C'est des images et c'est du son et de l'image, quoi. Faut que ça sonne, c'est rythmé et ça fait apparaître des images à l'imagination précisément. Au sujet des images et du style, si tu avais une ressource, parce que tu cites régulièrement beaucoup d'auteurs et c'est vraiment passionnant, est-ce que tu as une ressource que tu aurais à conseiller, que ce soit un livre, un documentaire, à des orateurs ou oratrices en herbe, des gens qui voudraient progresser sur le style ou sur même la forme d'une prise de parole en public? Qu'est-ce qui t'a secoué, toi, dernièrement, comme ressource? Ce à quoi je rends hommage dans le livre « Parler avec style », qui essaye d'analyser cette question, moi, c'est Aragon, mon écrivain préféré, et il se trouve qu'il a écrit un traité du style. Là, je m'adresse aux gens qui s'intéressent précisément à la question du style. Il faut aller voir ça. Évidemment, si vous vous intéressez d'un peu loin à la question de style et si vous vous demandez, là je vais faire le mec un peu présomptueux et méprisant, si vous vous demandez s'il faut que vous enrichissiez votre vocabulaire, c'est pas ça qu'il faut que vous lisiez. Mais si vous avez une appréhension précise de mon style, c'est quoi ma voix, c'est quoi ma manière d'être, dans le traité du style d'Aragon, c'est comme une sorte d'ego trip avant l'heure. C'est un truc très... extrêmement moderne qui a été écrit en 1926, dont certains auteurs un peu installés ont voulu empêcher la parution parce qu'ils s'en prenaient à eux, notamment Paul Valéry, pour lequel j'ai énormément de respect. Dans le traité du style d'Aragon, c'est une sorte de festival stylistique où Aragon prend les éléments de la phrase, les met en sens inverse, il tutoie le lecteur, il balance des insultes. Il a des phrases extrêmement soutenues et ensuite extrêmement littérales ou orales. Et c'est un festival et ça se termine par chaque image doit produire un cataclysme. Donc l'idée, c'est celle de la métaphore surréaliste qui a été théorisée par André Breton. C'est que la métaphore surréaliste, l'image qui touche, qui crée quelque chose comme un mouvement, un cataclysme, c'est une différence de potentiel, c'est les mots de Breton qui utilisent une métaphore de la science physique, entre le pôle plus et le pôle moins de l'image qui doivent être le plus éloignés possible pour que cette différence de potentiel étant la plus importante, elle provoque le plus un effet immédiat qui change le monde, pour reprendre le mot de Rimbaud. Donc la question du style et la question de l'image, c'est celle de, par exemple, renouveler le cliché. Un cliché, c'est une image, c'est comme la nuit tombe, c'est comme la beauté du cœur, des métaphores de l'amour ardent. L'amour ardent, c'est un cliché. Que l'amour brûle. C'est la première personne, c'est une... le premier poète qui compara une femme à une rose était un poète, le second un imbécile. Ça, c'est un mot de l'auteur de Gérard de Nerval. En fait, les surréalistes, ils cherchent à renouveler la langue, à trouver des nouvelles images, à trouver des nouveaux rapports entre les mots, à associer des mots. C'est ce que font aussi bien les humoristes que les poètes. Et Aragon montre que dans le traité du style, que l'image est le véhicule de la poésie et de l'humour. Il montre que l'humour et la poésie fonctionnent à peu près de la même façon rhétoriquement par l'image. Et donc on cherche à renouveler la langue, à la dépoussiérer, en prenant parfois au pied de la lettre des choses, comme Alphonse Allais, La nuit tombe, personne pour la ramasser, ou en créant de nouvelles images surréalistes, comme chaque image doit produire un cataclysme. C'est hyper intéressant. Tu as croisé un certain nombre de personnalités du monde du spectacle, historien de l'art, politique, je sais pas, peut-être, ou certainement si. Clémentine Autain, tu l'avais interviewée. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnalités que tu aimes écouter à la radio, voire à la télé ou sur Internet, parce que tu sais qu'il va se passer quelque chose au niveau de la langue, justement, dans le discours? Oui, il y en a. Il y a des écrivains que j'aime bien lire, qui ne sont pas connus, comme Jean Rollin, parce qu'à chaque fois, l'exploration de la langue pour embrasser précisément le territoire, elle est extraordinaire.
Et en art oratoire? Et en art oratoire, en fait, en tant que linguiste, j'écoute tout et tous les discours m'intéressent. Les discours, moi, je vais à Grigny pour voir quels sont les nouveaux mots du français populaire actuel. Mais s'il s'agit de considérer les personnes, les maîtres de l'art oratoire, Blanche Gardin, Romane Frécinet dans le stand-up, mais la plupart des locuteurs en fait m'intéressent. Et tous les locuteurs m'intéressent, tous, parce qu'ils ont tous un style, ils ont tous une manière de parler. Le gars qui est dans ma rue, qui s'appelle Franck, il a un style pour parler qui est différent de l'autre fille qui est dans la rue, qui s'appelle Cassandre. Et chacun, mes voisins, les gens, les jeunes, les vieux, chacun a son style. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, on peut trouver plus d'images au marché, dans les halles, que dans tel ou tel livre. Et on peut trouver ça en bas de chez soi. On n'est pas obligé de regarder la télé. Et j'essaye de faire comprendre aux gens qui s'intéresseraient à ça, qu'est-ce que c'est un linguiste ? Un linguiste, c'est une personne qui analyse la langue, le langage tel qu'elle est, sans jugement de valeur. C'est pas un écrivain, c'est pas un littérateur, c'est pas un membre de l'Académie française qui va de façon prescriptive expliquer il ne faut pas dire ça, il faut dire ça. C'est pas un jugement de valeur sur une belle langue française, notre belle langue française entre guillemets. Je pense que ça veut rien dire. La langue est telle qu'elle est. Et un linguiste, c'est quelqu'un qui va écouter, lire, observer toutes les variantes, toutes les formes du français sans jugement de valeur. C'est pas qu'elle soit égale, c'est pas pour tout aplanir, c'est pas relativiste, c'est singulièrement considérer chaque phrase, chaque locution, chaque style, et tous m'intéressent vraiment. Et ça peut d'ailleurs être résolument optimiste, puisqu'on a souvent ce débat, mais est-ce que le verlan, l'argot du rap aujourd'hui n'appauvrit pas la langue ? Et dans un certain nombre d'interviews, t'expliques qu'au contraire, ça l'enrichit, ça la rend souple, au sens propre vivante. De l'enrichissement qui serait la multiplicité du vocabulaire. Voilà, ouais, tu parles souvent de ça. Donc très bien. Et comment tu vois, parce qu'aujourd'hui il y a depuis peut-être 20 ans, un peu plus de 20 ans, il y a une résurgence des concours d'éloquence en France, de formation à la prise de parole. 2011. Ouais. Comment tu vois l'évolution du marché de la formation à la prise de parole ? Est-ce que tu es optimiste ? Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il y aura un peu de saturation et on ira les gens iront peut-être vers une autre recherche ? Comment tu vois ça dans 10-15 ans ? Alors moi je suis pas un spécialiste du marché, mais je note de façon je me permets cette intéressée et gourmande l'expression marché de la prise de parole. Puisqu'on appartient à l'association AFPAO, Association des formateurs des formateurs en art oratoire, Association des formateurs professionnels en art oratoire, AFPAO, où je suis chargé de l'animation événementielle, donc les collègues. Plus simplement, ma question, c'est est-ce que tu vois ça comme un effet de mode, où tu es résolument optimiste et tu penses que ça va ne faire que croître et qu'il y aura de plus en plus besoin de formateurs comme nous ? Je réponds aux deux questions. Je pense que je suis optimiste. Ça existe depuis... en fait, le concours d'éloquence a fait que l'art oratoire est devenu à la mode avec le grand oral et tout. Le concours d'éloquence, c'était un truc pour les avocats, potage, qui a été un petit peu exporté à Sciences Po, HEC en 2011-2012. C'est ouvert avec Eloquentia 2013. Donc maintenant, il y a des concours d'éloquence partout. Pas uniquement pour les jeunes gens de la bourgeoisie éduquée du centre-ville, mais partout. Donc, il y a une vogue de l'art oratoire, c'est très bien, c'est un truc qui va durer, mais énormément. En fait, il y a une mode de l'art oratoire, mais en fait, l'art oratoire est de retour pour de bon. Ce qui est totalement fascinant, c'est que l'art oratoire ait été effacé pendant 100 ans. En fait, la classe de rhétorique, c'était la classe de première, c'était une classe où on écrivait des discours. Alors, c'était plutôt en latin, c'était plutôt des compositions peut-être écrites, mais c'était une classe de création de discours, de production de discours. On lui a substitué le commentaire composé, la dissertation, au tournant
du 19e et du 20e siècle. Donc nous, on a grandi dans une école avec des cours de français où on faisait des commentaires composés. Roland Barthes a une phrase, il explique, on est passé d'une école où le mot d'ordre était apprendre à écrire jusqu'au 19e siècle à une école où le mot d'ordre était apprendre à lire. Et on revient maintenant à l'état normal, j'ai envie de dire, de la parole, de la rhétorique. Il y a eu l'Antiquité, l'art oratoire, il y a eu le Moyen-Âge, la disputatio médiévale, il y a eu la Renaissance, l'invention de l'école par les jésuites, les protestants, des cours, c'était quasiment des cours de théâtre, c'était des disputatio dans la classe, c'était des matchs presque des matchs d'impro, c'était des débats dans la classe. On a eu tout ça, on a eu la période révolutionnaire avec les grands discours, qui annonce d'ailleurs paradoxalement la fin de l'art oratoire, et de l'Antiquité à la fin du 19e siècle, on était dans l'ère de la parole, presque essentiellement. Tout le XXe siècle, on a rationalisé avec le positivisme, on a pensé, peut-être à juste titre à un moment donné, que l'écrit donnait des gages de scientificité, de rationalité. Et là, on se dit qu'il faut revenir à la parole. Donc nous, on est là, et c'est bien que l'AFPAO existe, l'association à laquelle nous appartenons, pas spécialement pour créer un marché, mais pour créer une déontologie. Et surtout, ce à quoi je m'attache, c'est à ouvrir l'art oratoire à toutes les disciplines qui concourent à la prise de parole. Donc toi, tu fais de l'impro, moi je m'intéresse au slam, à la poésie et à différentes choses. C'est nécessaire. Ce qu'il ne faudrait pas, ce que je crains de voir advenir, enfin, ce que je craignais de voir advenir, mais maintenant je suis rassuré, ce serait d'avoir uniquement des coachs. Des coachs de rien, des coachs pour être coach, des coachs de vie, de coachs de... En fait, il faut avoir une discipline. Pas une discipline, il faut avoir une matière à étudier, il faut avoir... on a... Pour moi, on n'est pas très loin de la médecine, c'est-à-dire que tu as un médecin généraliste qui serait les arts oratoires, mais il y a plein de courants. On parlait de rhétorique, on parlait de poétique, on parlait de théâtre. Tout ça vient nourrir ce qu'on appelle l'art oratoire et qui peuvent être donc considérés comme des sous-catégories de la médecine. Je me permettrais cette comparaison-là. Il faut que toutes les spécialités concourent à l'ensemble de la discipline et qu'elles se nourrissent de l'humour, du théâtre, même de la musique, de l'art au sens premier, pas uniquement de la rhétorique. Et je serais très triste s'il y avait que des coachs LinkedIn de l'art oratoire. Je veux qu'il y ait que le slam, que le théâtre, que l'impro, la littérature, que tout ça réinvestisse l'art oratoire. Que ce ne soit pas juste un truc d'entreprise, que ce ne soit pas juste un truc pour former des dirigeants. Ce soit pour former évidemment tout le monde, mais on le retrouve avec le grand oral. Il n'y a pas uniquement l'éloquence, mais il y a l'art oratoire plus général. Et la parole de manière générale, que chacune comprenne la force de sa propre parole, parce qu'on vit dans une société française qui a une hiérarchie latente de certains usages, certains niveaux de langage où les gens ne s'autorisent pas et où on est tous en train, s'autorisent pas à prendre la parole et on est tous en train de se juger les uns les autres et on n'est pas assez habitué à l'apprendre. Donc, dans toutes les circonstances, il faut parler et réfléchir à la manière dont on parle et ne surtout pas limiter le champ de l'art oratoire à un domaine particulier. C'est des échanges qui sont passionnants. Merci beaucoup, Julien. Il va presque être temps pour moi de clôturer cette séance d'échange autour des arts oratoires. Est-ce que tu aurais une citation, une punchline pour conclure nos échanges, une que tu aimes bien, qui t'accompagne ou que le moment t'inspire? On parlait d'art oratoire. Les métaphores, je trouve que la métaphore est un bon moyen de saisir la parole. Depuis l'Antiquité, il y a eu des métaphores de l'eau, du flot, du flux. Et il y a un proverbe saharien, africain, qui dit « La parole est comme l'eau, une fois qu'elle est versée, on ne peut plus la ramasser ». C'est pour moi la meilleure parabole
la plus simple et la plus forte pour exprimer à la fois le côté fluide, essentiel, irréversible, important de la parole. Merci Julien. Merci David. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le faire savoir en lui laissant une belle note ou en le partageant et le commentant sur les réseaux sociaux. Que ces conseils de communication puissent vous être utiles et à vos proches. Je m'appelle David Jadard et vous pouvez me retrouver sur mon site internet lesorales.fr